hier, à savoir les généralités sur la qualité. Nous avons abordé les sources de la qualité, le coût de la qualité et l'assurance qualité et le contrôle qualité. Et nous avons vraiment partagé des choses et nous avons essayé de clarifier un peu c'est quoi l'assurance qualité, c'est quoi le contrôle qualité, puisque je le disais tantôt, en matière de gestion de projet, ce sont deux thèmes qui sont vraiment très confondus et beaucoup vraiment n'arrivent pas à faire la différence. Donc, on a fait l'exercice hier de pouvoir clarifier cela. Des questions sont venues dans ce sens-là. Donc, ensuite, aujourd'hui, nous allons voir les techniques de contrôle de qualité. On ne pourra pas avoir toutes les techniques. Voilà pourquoi vous allez voir dans le message que j'ai envoyé, nous avons mis initiation. Donc, ça sera une initiation. Pareil aussi pour l'élaboration d'un plan de gestion de la qualité. En termes de rappel, nous avons eu à définir un certain nombre de notions sur la qualité. Nous avons parlé de la qualité, la maîtrise de la qualité, le management de la qualité, euh, le système de management de la qualité, le contrôle qualité, la démarche qualité. Et hier, je disais que il faut retenir pour la définition de la qualité, c'est l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. Et je dis, peu importe le mot que vous allez, ou bien les groupes de mots que vous allez utiliser, c'est que nous devons avoir forcément la satisfaction des exigences. Parce que, et ce n'est pas une seule exigence, c'est plusieurs exigences qu'il faut respecter là. Et au niveau du management de la qualité, nous avons aussi dit que c'est un ensemble d'activités coordonnées permettant d'orienter et de contrôler un organisme en matière de qualité en visant en particulier d'abord de fournir un produit conforme pour les entreprises de fabrication ou bien les usines et dans les projets de développement, on va parler de services. Et on a dit en deuxième point, c'est d'accroître aussi la satisfaction des clients pour les entreprises et la satisfaction des parties prenantes en termes de projets de développement. Et enfin, l'amélioration continue. Et j'ai insisté sur ça, j'ai dit le nœud même du management de la qualité, c'est l'amélioration, puisque on ne peut vraiment pas exécuter un projet sans les non-conformités. Il y a toujours de non-conformités et ce n'est que le management de qualité qui nous permet de pouvoir apprendre de ces non-conformités et de pouvoir évoluer avec le temps. J'ai aussi insisté sur la démarche qualité. Je disais que la démarche qualité, c'est l'organisation même de la qualité. Une entreprise, un projet qui s'oriente en termes de qualité, on va dire que cette entreprise a entamé une démarche qualité. Et cette démarche qualité, c'est un travail qu'on fait pendant plusieurs années, minimum 5 ans. Et c'est après les 5 ans maintenant qu'on demande maintenant à une organisation qui est vraiment habilitée pour la certification maintenant en termes de qualité. Et je disais hier que la norme que nous allons utiliser ici, qui est la norme ISO 9001, qui est relative au management de la qualité. Donc, quand vous appelez ces organismes, quand ils viennent, ils font ce qu'on appelle l'audit. Ils essaient de pouvoir voir quel est le niveau. Est-ce que vous respectez les exigences? Malheureusement, on ne pourra pas voir les exigences en matière de qualité, puisqu'il y a des exigences, il y a aussi les principes. Ça sera dans la version payante que nous aurons le temps de pouvoir parcourir, puisque ça peut nous prendre banalement une semaine pour ta seule. Ensuite, nous avons fait un zoom aussi sur le plan de gestion de la qualité et c'est sur ça que nous allons travailler aujourd'hui. Nous allons voir comment on élabore un plan de gestion de la qualité. Et en termes, voilà, un plan de gestion de la qualité. Nous avons parlé de la satisfaction des parties prenantes, des standards de la qualité. Je le disais tantôt, ISO 9001 qui est le management de la qualité et les non-conformités. Il y a aussi des outils pour pouvoir gérer aussi les non-conformités et aussi nous avons parlé du processus de la qualité. J'ai aussi insisté hier sur comment améliorer la qualité.
deux points essentiels en tant que gestionnaire de projet, suivi évaluateur, ou bien en tant que membre d'équipe d'un projet. Premièrement, c'est en identifiant et en éliminant les non-conformités. En fait, quand on dit manager la qualité ou bien le management de qualité, c'est le premier travail qu'on a à faire. C'est d'identifier et d'éliminer les non-conformités. Comme ça nous permet de pouvoir vraiment respecter les exigences. Et la deuxième chose, c'est en diminuant les coûts de non-qualité. On a vu hier les coûts de qualité. Je vais aborder un peu plus loin. On ne s'est pas aussi arrêté là. Il fallait aussi montrer que la qualité est différente aussi de certaines thématiques ou bien de certaines notions que nous rallions à la qualité. Vous allez souvent entendre souvent ce monsieur-là, il travaille, il est excellent. On peut être excellent et ne pas donner un travail de qualité. Et hier, j'ai expliqué, je disais que la qualité est liée à l'assurance qualité et quand on parle de gestion de la qualité, c'est l'assurance qualité et le contrôle qualité. Donc, il ne suffit pas d'être excellent pour faire un travail de qualité. Donc, la qualité ne répond pas à des exigences techniques aussi très pointues. Donc, il faut aussi prendre ça aussi en contribution. OK. Ensuite, nous avons expliqué aussi les composantes de la qualité. Et j'ai souligné que quand on parle de manager la qualité, il faut aussi faire référence à la qualité interne et la qualité externe. Généralement, beaucoup de managers se focalisent, surtout dans les entreprises, se concentrent beaucoup plus sur la qualité externe. Or, normalement, la qualité interne devait être priorisée, puisque la qualité interne va permettre d'améliorer l'efficacité des processus internes, de réduire des erreurs, les gaspillages et les coûts liés à la non-qualité, de garantir une meilleure coordination entre les équipes et les départements. Donc, le focus normalement du manager de la qualité, c'est focus qualité interne. Et hier, quelqu'un posait la question de savoir pourquoi on recrute beaucoup plus les managers de qualité euh, au niveau des entreprises, par exemple de brasserie, par exemple des entreprises de fabrication. Et je disais hier que dans ces entreprises-là, nous avons ce qu'on appelle des normes, des fiches techniques qui existent. Et j'ai pris l'exemple de la Sovebra, par exemple, au Bénin, ici, pour la production de la bière. Il y a des matières premières qui existent, il y a des fiches techniques qui existent qu'on doit suivre. Et il y a aussi en termes d'hygiène, en termes de procédures, en termes de processus, des documents qui existent et on doit suivre forcément ces procédures-là. Et quand on suit ces procédures, c'est qu'à la fin, on a un produit fini. Et ce produit fini doit répondre vraiment au produit fini qui est dans les fiches techniques avant que le produit ne puisse sortir ou bien que le produit puisse être propre à la consommation. Donc, tout ce processus, il faut forcément quelqu'un pour pouvoir suivre, puisque c'est un processus standard, ça ne change pas. Donc, c'est la même chose au cours de la journée, dans les mois, dans les années, c'est toujours le même processus, à moins qu'on puisse améliorer le produit. Et là, le produit fini va aussi changer. Voilà pourquoi dans ces entreprises, il faut vraiment un manager de la qualité pour s'assurer que le produit fini qui sort de l'entreprise pour la consommation à l'extérieur puisse respecter les exigences, Et je disais que dans les projets, on ne recrute pas quelqu'un pour dire qu'il est manager de la qualité ou bien qu'il est responsable de la qualité, puisque cette responsabilité est souvent assignée au suivi évaluateur. Et j'expliquais hier que la qualité, quand on dit gérer la qualité ou bien manager la qualité, il faut aussi voir l'assurance qualité et le contrôle qualité. Et je disais que quand on dit suivi évaluateur, l'assurance qualité se rattache au suivi et maintenant, le contrôle qualité se rattache à l'évaluation. Donc, les deux sont ensemble et les deux sont utilisés par la même personne. Donc, j'ai pris assez de temps par rapport à ça. Ici, j'ai essayé aussi d'expliquer le pourquoi la gestion de la qualité dans la gestion de projet et montrer aussi la position stratégique de la gestion de la
qualité. Et je disais qu'il ne suffit pas de gérer un projet pour dire qu'on est spécialiste en management de projet. Il faut aussi avoir des compétences en termes d'accompagnement de changement. Quand il dit accompagnement de changement, c'est l'élaboration du changement, la mise en œuvre du changement, l'ajustement du changement et maintenant la constatation du changement. Et quand on parle de conduite de projet, c'est le développement du système d'information, la gestion de projet, la gestion de la qualité, la gestion de la configuration et enfin la gestion de la documentation, tout ce qui est rapportage. Et quand on dit gestion de projet, c'est focus, délai et coût. Et quand on parle de gestion de la qualité, c'est assurance et contrôle qualité. Nous avons aussi abordé les catégories de la qualité. Quand on dit la qualité, quelles sont les catégories de coûts? Et hier, j'ai fait le mieux possible pour ne pas vous embrouiller parce que il y a deux méthodes pour pouvoir calculer les coûts, pour pouvoir calculer les coûts de la qualité. Soit on utilise la non-qualité ou bien les non-qualités internes ou bien les non-qualités externes, soit on utilise la conformité et la non-conformité. Donc, quand on parle de coûts de la qualité, ça fait les coûts de prévention, plus les coûts d'évaluation, plus les coûts de non-qualité interne, plus les coûts de non-qualité externe. C'est quoi le coût de prévention? Le coût de prévention, c'est les coûts de prévention du monde, ce sont des coûts qui sont liés aux activités qui visent à éviter les défauts, hein, à garantir la qualité dès le départ du projet. Par exemple, la formation du personnel, les développements et mise à jour des processus, le maintien, par exemple, des appareils ou bien des équipements, la planification et la conception pour la qualité, le développement des standards et de procédures. Tout ce que nous pouvons faire pour pouvoir prévenir des choses qui peuvent venir entraver le projet ou bien qui peuvent venir stopper le projet, tout ce qu'on peut faire et qui a généré des coûts, ces coûts-là, on va les appeler les coûts de prévention. En matière de qualité, on va appeler ces coûts-là les coûts de prévention, puisque ça va nous permettre de pouvoir réduire les défauts dès la conception. Ensuite, nous avons les coûts d'évaluation. On est d'accord. Je rappelle que les coûts de prévention sont rattachés à l'assurance qualité, mais les coûts d'évaluation sont rattachés au contrôle qualité, puisque là, ce sont les coûts qui concernent les efforts pour vérifier que le produit ou bien le service respecte les normes de qualité. On a dit on veut produire tel. Est-ce que la fin, c'est ça qu'on a? Et j'ai donné hier un exemple sur une communauté, par exemple, qui a bénéficié d'un accompagnement pour qu'on puisse leur construire des ponts et des pompes. Et la population, dans la formulation du projet, la population a demandé à ce qu'on ait des pompes à pression avec la main. Mais au moment de la construction, on a remarqué que les gens ont mis les pompes à pression au pied. Donc, vous voyez, là, on a la pompe, n'est-ce pas? Ça répond à une exigence, mais du fait que ça, ils ont demandé avec la main et que nous, on a fait avec le pied, donc ça pose déjà deux problèmes. Donc, pour pouvoir reprendre et adapter aux besoins de quitter du pied à la main, les coûts qu'on va engager là, on va appeler ça les coûts d'évaluation. La constatation du moins qu'on a eu à faire, les coûts qu'on a engagés, c'est ça qu'on va appeler plutôt les coûts d'évaluation. Et maintenant, les coûts de non-conformité, ce sont les coûts qui surviennent lorsqu'un produit ou un service ne respecte pas les standards. Une fois qu'on a constaté que la population voulait des pompes à pression à main, alors qu'on a fait à pied, il faut encore engager des ressources pour pouvoir changer de la pression de pied à la pression de main. Ça, on va appeler ça le coût de non-qualité interne. Et le coût de non-qualité externe, c'est beaucoup plus les coûts qui sont reliés, excusez-moi, je viens de dire que les coûts que nous allons engager quand nous avons constaté que c'était à pied qui a été fait alors que c'est à main qu'on demande pendant l'exécution du projet, c'est ça qu'on va appeler les coûts de non-qualité interne. Mais si cela a été constaté à la livraison ou bien à la fin du projet, les coûts que nous allons engager en ce moment, ça sera les coûts qu'on va appeler les coûts de non-qualité externe. J'espère que je ne vous embrouille pas et que vous comprenez. C'est-à-dire les non-conformités que nous allons rencontrer pendant le projet,
et que nous engageons des coûts pour pouvoir corriger afin que le produit à la fin soit conforme, c'est ça qu'on appelle les coûts de non-qualité interne. Mais si nous avons fini, c'est-à-dire nous avons fini d'exécuter le projet et que c'est à la livraison qu'on constate une non-conformité, ce n'est plus des coûts de non-qualité interne, mais ça va devenir les coûts de non-qualité externe. J'espère que ça vient maintenant. Et hier, j'ai souligné aussi l'importance. Et voilà là où j'expliquais au niveau des coûts de la qualité. Et je disais que si nous voulons parler en termes de conformité, non-conformité, le coût de la qualité fait le coût de conformité plus le coût de non-conformité. Et il va définir les coûts de conformité comme les coûts, l'ensemble des coûts que nous avons engagés pour pouvoir respecter les normes, respecter les exigences jusqu'à ce que le produit sorte. Maintenant, les coûts de non-conformité, ce sont les coûts qu'on a engagés quand le produit est sorti et ne respectait pas ce que ça devait respecter. Ça, on va appeler ça les coûts de non-conformité. J'ai souligné hier, je dis, si une entreprise n'a pas une démarche qualité, elle peut évaluer le coût de non-conformité, le coût de qualité de 20 à 30% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et le coût de conformité sera évalué de 2 à 5% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, ce qu'il faut retenir, le coût de la qualité est un outil stratégique pour les entreprises parce qu'il va permettre de mettre en lumière les zones d'inefficacité et de définir une stratégie pour optimiser les ressources tout en garantissant la satisfaction des clients. Aussi, pour maîtriser les coûts de qualité, il faut aussi savoir faire la différence entre l'efficacité et aussi l'efficience. Donc, l'objectif poursuivi par les coûts, c'est d'optimiser les coûts, l'amélioration continue et la satisfaction des clients. Donc, voilà, j'ai été un peu rapide pour pouvoir gagner aussi en temps puisqu'on a beaucoup d'autres choses à faire. Ensuite, nous sommes venus sur l'assurance qualité et le contrôle qualité. Et hier, je disais, c'est par là on va terminer. Hier, je disais que l'assurance qualité est faite pour prévenir les défauts avant qu'ils n'apparaissent. Et je disais que une assurance qualité est faite en amont et pendant. Et le contrôle qualité se fait en aval. J'ai pris un exemple hier. Je disais, si nous voulons former par exemple les femmes sur les méthodes contraceptives et que nous avons recruté des gens qui doivent faire ce travail, l'assurance qualité demande qu'on doit s'assurer que ces personnes-là ont le profil nécessaire. Si dans leur recrutement, il n'y a pas eu de complaisance, est-ce que ces personnes-là ont les aptitudes nécessaires? Ces personnes ont les compétences nécessaires? Ces personnes-là sont vraiment outillées pour pouvoir faire cela? Donc, si tel n'est pas le cas, il faut des renforcements de capacité. Il faut, en termes de comment animer une session avec ces femmes-là, en termes aussi de techniques de gestion aussi de ces femmes, en termes de gestion d'humeur, tout ça là. Ensuite, les compétences qu'on juge nécessaires qu'on peut leur donner avant de les lancer sur le terrain. Donc, tout ce que je viens de faire là, c'est déjà un début pour l'assurance qualité. Et quand on les met sur le terrain, avant de les mettre sur le terrain, il faut d'abord proposer des démarches. Si vous allez sur le terrain, vous devez commencer par ci, par là, par A, B, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand vous finissez, voilà ce que vous devez faire, voilà les outils que vous devez remplir, voilà, ainsi de suite. Ça, on appelle ça en management de la qualité des procédures. Donc, vous allez élaborer les différentes procédures. Là, les personnes sont suffisamment outillées et vous les lancez maintenant. Au fur et à mesure qu'ils sont en train de faire l'activité, on a dit aussi l'assurance qualité se fait aussi pendant l'activité. Donc, vous allez aussi sur le terrain pour essayer de voir comment ils sont en train de suivre les procédures que vous avez fixées. C'est ça qu'on appelle l'audit de processus. Donc, on va pour vérifier si ce qu'on a dit, c'est ça qui est en train d'être fait. Donc, et cela peut être apprécié sur la base des outils, sur la base des documents pour pouvoir valider ce qu'ils sont en train de faire. Ça, tout ce que je viens de dire, c'est ça qu'on appelle l'assurance qualité. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on vient de faire, l'objectif principal, c'est que tout se passe dans les
meilleures conditions et que les résultats que nous attendons de cette activité soient vraiment ce qui va ressortir à la fin. Puisqu'il y a des résultats attendus à la fin, il faut que les résultats obtenus soient égaux ou bien reflètent ce que nous attendons. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Ça, c'est de l'assurance qualité. Maintenant, le contrôle qualité, une fois que l'activité a été exécutée, le contrôle qualité va venir avant de comparer ce qui a été obtenu à ce qu'on attendait. Le, le contrôle qualité va venir identifier maintenant quelles sont les erreurs qui ont été commises au cours de l'activité. Donc, ils vont vérifier le bon fonctionnement du livrage. Ils vont voir est-ce que les femmes qui ont été formées là, ces femmes-là maîtrisent vraiment ces techniques-là. On peut choisir juste une femme au pifomètre et prendre par exemple une méthode contraceptive et lui demander d'expliquer comment on utilise la méthode. Des questions comme ça qu'on peut voir ou bien analyser les documents qui ont été livrés, quels sont les éléments qui ont été vendus dans ces documents. C'était ça qu'on voulait vraiment. C'est ça qu'on appelle des différents tests. Il y a aussi l'inspection qu'on peut faire aussi des différents livrables, la revue des livrables, la vérification des critères d'acceptation et l'analyse aussi des incidents. Donc, s'il y avait des problèmes qui ont été détectés. Donc, tout ce qu'on est en train de faire, ça, c'est le contrôle qualité. Donc, le contrôle qualité se fait à la fin de l'exécution de l'activité. Si c'est un projet, le projet a plusieurs phases. Comme vous le savez, le projet a plusieurs phases. Donc, à chaque phase, on va essayer de nous arrêter et faire le contrôle qualité, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un peu là où on s'était arrêté. Hier, ça a été un peu long parce que j'avais beaucoup de nouvelles têtes pour pouvoir les mettre un peu dans le bain pour qu'on puisse vraiment avancer ce soir. Donc, je disais tantôt qu'aujourd'hui, nous allons voir les techniques. Nous allons voir les techniques de contrôle qualité. Il y a 6 au total. Et dans certaines écoles ou bien dans certains documents, vous allez voir 9. D'autres vont vous parler de 8. Mais avec l'expérience que j'ai eu à faire dans ce domaine, je me suis rendu compte qu'il y a certains qui rejoignent d'autres. Donc, je me suis limité à 6. Et ici, je vais parler juste de 3. Et les 3 autres, on va aborder ça avec ceux qui vont continuer avec nous. Mais les plus utilisés, ce sont les 3 là que je vais partager avec vous. Ça, c'est les plus utilisés en management de la qualité. Il s'agit des revues, il s'agit des audits, il s'agit des inspections. C'est quoi une revue? Une revue, c'est un examen formel ou informel de différents aspects du projet. Elle vise à identifier les écarts ou les problèmes à un stade précoce. Donc, on a les revues de conception, les revues de code, les revues de projet et les revues des exigences. Donc, quand vous voulez faire, en matière de management de la qualité, quand vous voulez faire une revue, dans la rédaction des TDR, il va falloir préciser quel type de revue vous voulez faire. Donc, c'est un peu comme ça en matière de gestion de projet. Quand quelqu'un dit je veux faire une revue, en réalité, il n'a rien dit. Il doit préciser il s'agit de quelle revue. La revue de conception vérifie si les spécifications de conception répondent aux besoins fonctionnels ou non fonctionnels. Ça veut dire quoi? Cette revue-là va permettre de savoir est-ce que en matière, je prends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure pour que vous puissiez mieux comprendre. Et la population a demandé des pompes qu'on va utiliser avec château et qu'on ait la possibilité de pouvoir presser à la main. Donc, voilà ce que la population a demandé. Donc, ça, c'est des spécifications que la population a demandé. Donc, la revue de conception viendra pour voir est-ce que la pompe que la population a demandé, d'abord, est-ce que c'est ça de château? Est-ce que on presse effectivement avec la main? Et si on presse, est-ce que l'eau sort effectivement? Est-ce que l'eau arrive à monter pour aller dans
au niveau du tonneau qui est en haut, ça, je suis en train de parler de fonctionnel et non fonctionnel. Est-ce que ça montre? Quel est le comportement que ça donne? Qu'est-ce que le comportement que ça devait donner? Ça, on parle de revue de conception. Ça, c'est pour un livrable tangible qu'on peut toucher. Si je prends par exemple un projet de développement où on attend un changement de comportement, ça veut dire que le projet a aligné un certain nombre d'indicateurs. On suppose que si je prends le projet de contraception, là, par exemple, je prends le projet de contraception, par exemple, et à ce niveau, les spécifications pourraient être d'abord, la capacité d'abord d'utilisation de ces contraceptions, l'adaptation de ces méthodes de contraception par les femmes, l'utilisation aussi qui est très importante. Donc, voilà les éléments de spécification qu'on peut utiliser. Et ces éléments-là vont nous permettre de pouvoir apprécier au niveau de la femme, est-ce que la femme d'abord utilise, parce que je l'ai expliqué une fois, c'est l'acquisition de la connaissance est différente de la maîtrise et la maîtrise est différente de l'adoption. On peut avoir de la connaissance, on est venu pour former, oui, tout le monde. Vous avez compris, oui, les gens ont reçu la connaissance. Mais combien peuvent reproduire ça d'elles-mêmes? C'est-à-dire, elles ont reçu des formations sur les méthodes contraceptives. Quand elles sont rentrées, combien parmi elles ont la capacité d'acheter les méthodes là et de les appliquer? Ça, c'est le niveau de maîtrise. Maintenant, combien parmi elles l'utilisent fréquemment ou bien on fait de ça de leur méthode phare? Là, on va parler de adoption. Donc, vous voyez, c'est des niveaux différents. Donc, la revue de conception va permettre de pouvoir déceler ces niveaux-là et de pouvoir savoir où ça va, où ça ne va pas. La deuxième revue, c'est beaucoup plus une revue d'analyse de code pour détecter les erreurs et violations et autres. Ça, c'est pour les revues de programme, c'est-à-dire pour les programmeurs, les analystes programmeurs. Donc, il y a un code source donc, qui est souvent édité derrière. Quand vous prenez par exemple un site web, derrière un site web, il y a des lignes de code, des milliers de lignes de code qui sont tapées pour pouvoir permettre à ce site web de pouvoir fonctionner. Donc, la revue de code, c'est d'aller analyser ce code-là pour pouvoir voir est-ce que les choses se sont faites normalement et qu'est-ce qu'il faut revoir, ainsi de suite. Ensuite, nous avons la revue de projet. La revue de projet, qui est très utilisée surtout dans notre cas, c'est l'analyse de l'état d'avancement. En suivi-évaluation, on a déjà vu comment calculer les indicateurs d'avancement de projet. La gestion des risques. J'ai l'habitude de dire qu'on a 3 types de risques. Les risques qu'on connaît et qu'on peut apporter des solutions. Les risques qu'on ne connaît pas et on est suffisamment préparé. Si ça venait, on peut apporter des solutions. Les risques dont on ne connaît pas et si ça venait, on n'y peut rien. Donc, voilà les 3 types de risques que nous avons. Donc, ça va nous permettre de pouvoir identifier ces différents risques-là, de les analyser, de proposer des solutions. Et il faut aussi dire que identifier un risque dans un projet, c'est aussi des coûts. Et enfin, les livrables du projet. Les livrables, c'est quoi? C'est quelque chose de tangible qu'on peut toucher, qu'on peut vérifier, qu'on peut analyser, qu'on peut apprécier. C'est ça qu'on appelle un livrable. Si je dis par exemple un projet de construction de 100 étages, d'un immeuble de 100 étages par exemple, l'immeuble de 100 étages est par exemple un livrable. À l'étape de fondation, quand on va finir la fondation, c'est un livrable. Quand on va monter les murs et autres jusqu'à un niveau donné, c'est un livrable. Quand on va faire les peintures, mettre les portes et les fenêtres, c'est un livrable. C'est tout ce qu'on peut toucher qui est tangible. Dans les projets de développement, on peut dire par exemple qu'on veut travailler sur l'autonomisation par exemple des femmes. L'autonomisation des femmes. Par exemple, la formation que les femmes ont reçue, l'adoption par exemple des formations ou bien l'adoption des méthodes ou bien de ce qu'on a eu à apprendre à ces femmes est par exemple un livrable. Le nombre de femmes formées par exemple, c'est aussi un livrable. Donc, les listes de présents, les rapports et autres, c'est aussi des
livrables. Donc voilà un peu comment il faut voir. Donc cette revue-là est aussi très conseillée et c'est très utilisé dans les projets. On a aussi les revues des exigences. Ça, c'est incontournable, surtout dans les entreprises. Les revues des exigences. Vous allez voir quand dans une société ou bien dans un projet, il y a quelque chose qui croche, c'est la première des choses que les gens font, puisque ça confirme que les exigences sont complètes, sont cohérentes et bien comprises. C'est comme par exemple, vous avez construit un immeuble, par exemple, de 100 étages qui s'écroule. La première des choses, les gens ne vont pas attaquer d'abord les ingénieurs ou bien autres, puisque pour chaque niveau, c'est qu'il y a des documents, il y a des exigences qui existent. Donc, les gens iront voir est-ce que ce n'est pas un défaut d'exigence, est-ce que ce n'est pas un défaut au niveau des procédures, est-ce que ce n'est pas un défaut au niveau des politiques d'abord. Quand là-bas c'est clean, ça veut dire que c'est un problème peut-être au niveau de l'application. Je me rappelle cette année, par exemple, on a eu un problème comme ça avec un partenaire où on était appelé d'installer ce qu'on appelle les champs pédagogiques de démonstration, où les producteurs devaient venir pour apprendre comment on produit le soja. Mais dans le document technique qui a été élaboré, il y a eu des problèmes à un certain niveau donné où on n'a pas fait attention et c'est quand on a appliqué au résultat, on voit que le résultat obtenu est différent du résultat attendu. Et on a fait les revues d'exigence, on a remarqué qu'en fait, il y a quelque part une exigence qui nous a échappé et ça a bouleversé tout le résultat. Donc, les revues d'exigence sont les premières revues qu'on fait souvent quand il y a des problèmes. Parce qu'il faut aller voir d'abord, est-ce que les procédures qu'on a établies, est-ce que ces procédures-là n'ont pas de problème? Et c'est quand on constate que les procédures n'ont pas de problème, tout s'est passé, tout est écrit dans de bonnes conditions, il faut maintenant aller voir qui sont ceux-là qui ont appliqué. Et c'est là que va intervenir l'audit et l'inspection. La deuxième technique de contrôle qualité, c'est l'audit. L'audit vérifie si les processus des livrables ou des projets dans son ensemble sont conformes aux normes, aux politiques ou aux exigences réglementaires. Aujourd'hui, il n'y a plus quelque chose qu'on va créer. Il n'y a plus quelque chose qu'on va créer. Tout existe déjà. Si vous voulez mener une activité, je l'ai dit quand on était en management de projet, il n'y a plus un projet que vous allez créer qui n'a pas été créé. Chacun amène seulement son plus pour améliorer ce qu'il va améliorer et il part, l'autre vient, ainsi de suite. Donc, en termes d'audit, quand on parle d'un thème d'audit, donc c'est beaucoup plus voir en termes d'exigence qu'est-ce qui est prévu dans telle situation et qu'est-ce qui a été fait dans telle situation. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et l'audit interne est réalisé par l'organisation qui exécute le projet, que ce soit un projet de construction ou bien que ce soit un projet de développement. Et l'audit externe est souvent effectué par un consultant. On va parler d'une tierce personne qui vient vérifier les conformités en termes de normes. La norme ISO 9001 a ses principes et ses exigences. Donc, l'audit externe, quand l'audit externe vient, ou bien quand l'audit interne veut être fait, c'est qu'on regarde quelles sont les exigences de la norme 9001 et on regarde maintenant ce qui a été fait. Est-ce que ce qui a été fait, les exigences là sont conformes à ce que dit l'exigence de la norme ISO 9001? Si oui, à ce niveau, c'est conforme et on a ce problème, on va passer à maintenant l'étape de l'inspection. On a l'audit aussi de conformité. L'audit de conformité, c'est de voir est-ce que les procédures suivent les exigences contractuelles ou bien réglementaires. On a aussi l'audit technique qui va évaluer les outils techniques et les méthodes utilisées. Les revues des exigences peut-être, il n'y a pas de problème là-bas. On va voir en termes d'exigences qui devaient être respectées sur les standards, est-ce que c'est respecté? On suppose que oui. On ira maintenant faire l'audit technique pour voir est-ce que les outils qu'on a utilisés, par exemple le ciment et autres, est-ce que le dosage a été utilisé et autres pour la construction, pour expliquer pourquoi la construction est écoulée. La troisième technique, c'est l'inspection. L'inspection, c'est l'examen détaillé des produits et des livrables pour détecter les défauts ou anomalies. Si je prends par exemple une entreprise qui fabrique par exemple des jeux par exemple, ou bien une entreprise qui fabrique
un truc, bon, je vais prendre un truc simple pour que vous puissiez mieux comprendre. Par exemple, une entreprise qui fabrique les incassables, par exemple. Vous allez voir que quand l'entreprise va finir de fabriquer, qu'est-ce que l'entreprise va faire? L'entreprise va essayer de prendre un marteau et de taper dessus. Vous allez voir que même ceux qui font des publications, des publicités, là, c'est ce qu'ils font souvent. Ils prennent, ils déposent et ils commencent par taper pour voir si ça va se casser. Donc, l'inspection arrive même jusqu'à ce niveau, c'est-à-dire pour tester le livrable et de détecter les défauts, hein, et autres. Vous allez voir que pour la petite histoire, la première calculatrice qui était fabriquée ne faisait que des sommes. Ne faisait que des sommes. Donc, il a fallu qu'on regroupe des profanes pour pour leur demander de tester. Et c'est là, les gens ont commencé par tester. C'est là, les gens ont voulu maintenant pousser la curiosité pour qu'on puisse mettre les autres opérations. Donc, c'est pareil ici. Au moment de l'inspection, c'est qu'il faut voir, il faut aller au-delà de l'audit et de la revue. Puisque l'audit et la revue, eux, ils regardent seulement les conformités, c'est-à-dire ce qu'on peut voir à vue d'œil, si je peux m'exprimer ainsi, ce qu'on peut voir à vue d'œil ainsi, et de voir comment ces choses-là, est-ce que ces choses-là sont conformes, est-ce que ça respecte, c'est tout. On ne peut ne pas même y toucher. Mais l'inspection va au-delà. L'inspection peut même prendre et taper pour voir si ça fonctionne. L'inspection peut aller même goûter. Si c'est par exemple quelque chose de consommable, l'inspection peut même aller même jusqu'à goûter. L'inspection peut même aller tester ça même sur des animaux ou bien tester d'une quelconque manière, histoire de pouvoir se rassurer que tout se passe bien. Et ce processus va sur 5 étapes. La première étape, c'est la planification. Il faut d'abord définir les objectifs, les critères et les participants. Vous voulez faire une inspection. Je prends un exemple. J'ai une entreprise, peut-être qui produit du yaourt, par exemple. Et à un moment donné, quand on a commencé par livrer, on a constaté que les gens, plus en plus, ils ont des mots de vente, par exemple. C'est un exemple que je donne, ils ont des mots de vente. Et il y a plusieurs clients qui se sont plaints. Donc là, la première des choses que les gens vont faire, c'est la revue. Les gens vont essayer de voir, est-ce que, en termes d'exigence, est-ce que les exigences sont complètes, cohérentes et que les exigences sont bien comprises? Que ça soit en termes d'élaboration, que ça soit aussi en termes de maîtrise au niveau des agents. Si on trouve que tout est conforme et que tout se passe bien, on peut demander un audit. Et quand l'audit viendra, ça sera beaucoup plus un audit externe. Puisque là, il y a problème, on ne peut plus prendre les gens de l'équipe. Donc, ils vont venir faire un audit externe. Et ils vont coupler cela avec l'audit de conformité, l'audit technique. Donc, eux, quand ils vont venir, ils vont regarder les documents qui ont été produits et les normes standards en fonction de la norme que l'on... Parce qu'il n'y a pas que la norme ISO 9001, il y a plusieurs normes. Donc, en fonction des normes, ils vont essayer de voir est-ce que ce qui a été fait respecte les normes en termes de conformité, en termes de technique. Donc, vous voyez, donc, si cela est respecté juste là, si cela est respecté, nous allons demander ce qu'on appelle maintenant une inspection. Et pour pouvoir faire l'inspection, il faut d'abord définir les objectifs. Quel est l'objectif de cette inspection? Quels sont les critères et les participants? Ça veut dire qu'on va inviter des gens. Peut-être parmi ceux-là qui se sont plaints, on va inviter certains. Peut-être qu'au même moment, d'autres prennent eux-mêmes, ils n'ont pas le mot de vente, ils n'ont pas de mot de vente. Donc eux-mêmes, on peut aussi inviter. Il faut préparer maintenant la deuxième étape, il faut préparer les documents et les livrables pour maintenant les partager aux inspecteurs, donc pour des études préalables. Donc ça peut être aussi aux participants, aux consultants, aux parties prenantes de l'entreprise, ainsi de suite. Et la deuxième étape, c'est l'exécution. Donc les inspecteurs vont exécuter. Ah, les procédures sont normales. En termes de conformité, c'est conforme, mais on ne comprend pas pourquoi telle catégorie, quand ils consomment, ils tombent malades. Donc les tests seront faits et peut-être les gens vont consommer ça devant nous. Et s'il y a une période qu'il faut attendre pour pouvoir constater les effets, on attend les effets et que peut-être ça peut, et maintenant un rapport sera fait. Donc les défauts identifiés maintenant seront consignés dans ce rapport-là. Peut-être que le lait que nous avons fabriqué n'est pas compatible peut-être à tous les groupes sanguins. C'est un exemple que je donne. Peut-être que ce n'est pas compatible à tous les groupes sanguins. Quand tu es de tel groupe sanguin, tu prends ça, tu auras forcément les maux de ventre ou bien les maux de tête. Donc cela va sortir dans le rapport et il y aura des corrections qui seront faites. Peut-être que sur la boîte, on va écrire que si tu es de tel groupe sanguin, tu ne dois pas prendre ça et vulgariser cela, ainsi de suite. Ou bien chercher
à augmenter d'autres procédures de telle sorte que le yaourt là soit adapté à tout le monde. Donc voilà, j'ai pris un exemple pour vous montrer un peu comment ces techniques-là sont utilisées pour pouvoir vraiment satisfaire les attentes des clients et autres. Alors, on vient maintenant à l'élaboration d'un plan de gestion de la qualité. Le plan de gestion de la qualité, c'est le canevas que j'ai projeté là pour ceux qui veulent faire peut-être une capture. Premièrement, c'est l'introduction. Dans l'introduction, il faut un peu rappeler dans le contexte dans lequel vous voulez élaborer le plan de la gestion de la qualité. Vous allez essayer de pouvoir hein, expliquer un peu le contexte et faire ressortir aussi les éléments clés. Si c'est dans le cadre d'un projet, vous allez faire allusion à ce projet-là, rappeler un peu les objectifs et autres. Oui, Monsieur Galvin, est-ce que vous pouvez noter les questions d'abord? Là, après, Non, c'est juste qu'on n'arrive pas à lire l'écran. L'écran projeté est, est très petit. Très petit. est très petit. Si vous pouvez agrandir, si vous pouvez agrandir l'écran. Oh, On n'arrive pas à lire le cours, en vous fait. n'arrivez pas à lire le cours. Et on va laisser, j'ai la souris là. Voilà, j'ai la souris là. Ok. Euh, il n'a qu'à appuyer sur l'élément et agrandir avec ça, mais je ne sais pas. Bon, peut-être que ce n'est pas tactile chez lui. Bon, peut-être. Bon, Moi, je j'ai. ferai l'effort comme ça. C'est bon. Ou bien vous agrandissez sur votre écran comme quelqu'un l'a proposé. Je ne sais pas si c'est l'ordinateur que vous utilisez ou bien si vous utilisez euh, 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 un portable. Monsieur Galvin. Non, je suis sur un ordinateur. Sinon, entre-temps, l'écran est bien grand maintenant. Ça s'affiche comme Ok. euh, les écrans des participants Ok. là. D'accord. Donc ici, nous avons. Le format n'est plus grand, en Ok. fait, quoi. Maintenant, nous avons ici, ça c'est le canevas, j'expliquais tantôt ce que vous mettez dans l'introduction. Ensuite, vous allez faire ressortir les objectifs de la qualité. Quels sont les objectifs maintenant clés de votre plan de gestion de la qualité? Qu'est-ce que vous poursuivez à ce niveau? Ensuite, vous allez rappeler les normes et exigences applicables. À ce niveau, ça dépend de l'entreprise. Et ça dépend du contexte du moins. Si c'est une entreprise, si vous avez une certification sur une norme donnée, vous allez rappeler les normes et les exigences. Si vous n'avez pas cela, ça veut dire que vous-même, vous allez vous créer des normes et des exigences qui sont applicables. Mais je pense que généralement, pour les entreprises, ils ont souvent des normes de certification qu'ils utilisent généralement. Bon, pour des grosses boîtes, hein, pour des grosses entreprises. Et pour les projets de développement, ça, c'est vous-même qui savez qu'est-ce que vous poursuivez dans votre projet et vous allez rappeler les normes et les exigences là. Ensuite, c'est l'organisation et la responsabilité. Au niveau de l'organisation, vous allez prendre maintenant chaque exigence et responsabiliser quelqu'un par rapport à ça. Si vous avez une exigence, par exemple, en termes d'atteinte des résultats, vous allez vraiment citer ces résultats et responsabiliser chacun. Ensuite, il y a les processus et les procédures qualité. On suppose que pour, par exemple, pour organiser une mission ou bien pour pouvoir aller en mission, voici les étapes qu'il faut suivre, ou bien voici les procédures qu'il faut suivre. Ou bien pour pouvoir réaliser une activité, voici les procédures qui sont définies. Donc, vous devez rappeler cela. On a la gestion des risques. Il faut identifier les risques. Il faut identifier un certain nombre de risques, budgétiser, donner la criticité de ces risques-là. Donc, vous devez les analyser, donner la criticité de ces risques. Et enfin, non, ensuite, évaluer le risque, c'est-à-dire combien va coûter le risque. Et enfin, vous allez maintenant responsabiliser quelqu'un par rapport à ce risque. Ensuite, nous aurons les indicateurs de performance.
Les indicateurs de performance doivent respecter le critère SMART, c'est-à-dire ça doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Nous avons fait assez d'exercices par rapport à ça en suivi-évaluation. Donc, ça doit respecter ce critère-là. Donc, les indicateurs de performance, vous devez les rappeler ici. Et moi, généralement, là, je rappelle la matrice de suivi-évaluation. Donc, je rappelle souvent, puisque dans la matrice de suivi-évaluation, j'ai les indicateurs de performance, j'ai l'explication des indicateurs. J'insiste, chaque fois que je parle de la matrice de suivi-évaluation, j'insiste par rapport à ça. Il va falloir que chaque indicateur soit expliqué. J'aime cet exemple-là que je donne pour illustrer parfaitement le pourquoi il faut définir. On dit par exemple qu'on veut former 100 femmes sur les méthodes contraceptives, les méthodes de contraception. Et ces 100 femmes doivent suivre 3 modules de formation. Et le suivi évaluateur met comme indicateur nombre de femmes formées. Et il n'a pas expliqué qu'est-ce qu'on appelle une femme formée. Or, pour lui, en le disant, pour qu'une femme soit formée, c'est que cette femme-là a au moins, pour qu'une femme soit formée, c'est que cette femme-là a au moins suivi le module 1 et le module 3. Ça veut dire que même si elle n'a pas suivi le module 2, c'est pas grave. Ça veut dire que si elle a suivi le module 1 et le module 2, elle n'est pas formée. Si elle a suivi le module 1 seul, elle n'est pas formée. Si elle a suivi le module 3, elle n'est pas formée. Donc, il va falloir qu'elle suive nécessairement le module 1 et le module 3 avant de dire qu'elle est formée. Même si elle a suivi mais si elle a suivi les 3 modules, elle est toujours formée. Vous voyez, ça change déjà les choses. Donc, pour celui qui est sur le terrain, lui, on lui dit non, une femme formée. C'est que si une femme a suivi une seule formation, lui compte. Que ce soit module 1, 2 ou bien 3, que ce soit 1 ou 2, donc lui va seulement compter. Donc, et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Le suivi évaluateur descend sur le terrain pour pouvoir faire le contrôle qualité. Il constate qu'en fait, qu'il n'y a peut-être pas même une femme qui a suivi et le module 1 et le module 3. La majorité, c'est 1, 2, 1, 1, 1, 2 ou bien 3. Donc, ça veut dire qu'en fait, en termes d'indicateurs, aucune femme n'a été formée. Voilà pourquoi j'insiste souvent sur la colonne description ou bien définition de l'indicateur. Si on met nombre de femmes formées, dans la colonne, on met est une femme formée celle-là qui a suivi au moins le module 1 ou bien qui a suivi obligatoirement le module 1 et le module 3. Et là, c'est clair dans la tête de tout le monde. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas suivi le module 1 et le module 3, tout au moins, la personne n'est pas formée. Si la personne a suivi 1 et 2, elle n'est pas formée. Si la personne a suivi 2 et 3, elle n'est pas formée. 1 ou bien 3 seul, elle n'est pas aussi formée. Donc, il faut nécessairement suivre soit le module 1 et le module 3, soit suivre les 3 modules avant de dire que tu es une femme formée. Donc, quand on finit la colonne, là, il y a aussi les données de référence qu'il faut mettre. Il faut aussi mettre aussi les indicateurs de départ, les indicateurs d'arrivée, mettre les responsables, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça passe. Ensuite, nous avons le plan de communication. Vous allez proposer, on ne demande pas un grand plan de communication. C'est aussi là où vous pouvez faire appel à un tableau. Quelle est l'action de communication que vous voulez mener? Dans quelle période? Quel est l'objectif de cette action de communication? Dans quelle période vous voulez mener cette action de communication? Combien va coûter cette action de communication? Et qui est responsable de cette action de communication? Et enfin, l'audit et l'amélioration continue. Donc, s'il y aura des audits au cours de l'exécution du projet, vous devez avertir les gens. On suppose que c'est un projet. Ici aussi, vous pouvez mettre l'évaluation si vous voulez, seulement que ça va se répéter puisque dans les documents stratégiques de l'autre côté, ça sera précisé. Mais ici, on peut beaucoup parler de l'audit et l'amélioration continue. Donc, quelles sont les périodes où les audits seront diligentés et quel type d'audit? Est-ce que c'est un audit interne ou bien c'est un audit externe? Donc, vous allez le faire et à la fin, vous allez finir par ce tableau-là. Donc, ça, c'est souvent en annexe. Donc, vous rappelez l'étape du projet, c'est-à-dire vous allez diviser le projet en des phases clés. Vous allez rappeler les critères de qualité, les méthodes de contrôle et puis maintenant, vous allez faire ressortir les responsables. Donc,
les critères de qualité, c'est de définir les attentes spécifiques pour chaque étape. Quand on est à l'étape 1, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est quoi l'étape 1? À ce niveau-là, à quoi on doit s'attendre? Ensuite, les méthodes de contrôle. Quels sont les outils que nous allons utiliser pour pouvoir contrôler ce critère de qualité? Et qui est responsable ou bien qui sont ceux-là qui sont responsables de ça? Et à ce niveau, quand on finit, on peut utiliser un outil comme Gantt Project ou bien MS Project pour pouvoir planifier cet outil-là afin de pouvoir faire un suivi efficace. Donc, généralement, à cause du temps, beaucoup vont directement ici, ils élaborent d'abord ceci et au fur et à mesure, ils élaborent. Donc ici, c'est un document en bonne et due forme et ceci, on est en annexe. Donc les gens exploitent beaucoup plus ici. Ici, c'est beaucoup français. Donc ici, c'est beaucoup plus opérationnel et pratique. Donc ça permet au niveau de chaque étape de voir comment on évolue au niveau de chaque critère. Donc si on est à telle étape, on a en visuel les critères de qualité, les méthodes de contrôle et les responsabilités. On va ensemble parcourir ce cas-là. J'ai 3 cas que j'ai fait. Un cas pour un projet de développement, un cas pour une entreprise. Donc, on va parcourir ensemble. Après quoi, je vais m'arrêter là pour maintenant recueillir les questions. Ici, c'est le cas, par exemple, d'un projet pour l'autonomisation des femmes. Un projet pour l'autonomisation des femmes. Donc ici, nous avons les étapes du projet. Ici, les critères de qualité. Là, les méthodes de contrôle. Ici, maintenant, les responsabilités. La première étape, c'est l'identification des besoins. Bon, j'ai proposé ça pêle-mêle. Donc, l'identification des besoins. Les critères de qualité, là, c'est le recueil exhaustif des besoins des femmes de la commune. Et quelle est la méthode que nous allons utiliser? Les enquêtes. Quelqu'un a allumé son micro là et ça fait du bruit. Oui, monsieur Alassane, ok. Donc, la méthode qui sera utilisée, ou bien les méthodes qui seront utilisées, c'est les enquêtes participatives, les focus group, les analyses de données locales. Et ici, c'est le responsable de projet ou bien les sociologues locaux. Bon, on peut aussi, si le projet a des conseillers techniques, on peut aussi faire appel à des conseillers techniques. Après avoir identifié les besoins, c'est la conception du projet en lui-même du moins. Donc, on aura à formuler des objectifs SMART, des activités adaptées et inclusives. Pour arriver à ce niveau, pour ceux qui ont suivi le cours en management de projet, c'est beaucoup de travail à faire là. Puisque premièrement, il faut quitter de la bête à corne. Après la bête à corne, élaborer l'arbre de problème. Après, transformer l'arbre de problème en arbre de solution. Après l'arbre de solution, il faut décliner la logique d'intervention du projet. Après la logique d'intervention du projet, il faut maintenant sortir le cadre logique. Du cadre logique, maintenant, il faut tomber à la planification du projet. De la planification, il faut maintenant de la planification du projet, il faut maintenant faire ressortir les indicateurs de performance qui vont vous amener à élaborer ce qu'on appelle, je l'ai dit tout à l'heure, la matrice de suivi-évaluation. De par la matrice de suivi-évaluation, vous tombez sur ce qu'on appelle la théorie de changement du projet. Et c'est là maintenant au niveau de la théorie de changement de projet, on voit clairement comment le changement va se passer depuis le démarrage du projet jusqu'à la clôture du projet. Et à chaque niveau, on va voir des validations. Voilà pourquoi dans la méthode de contrôle, on aura des validations et des consultations des parties prenantes, puisque tout ce que je viens de faire là est tout ce que je viens de citer est totalement inclusif, parce qu'il faut inclure les parties prenantes à chaque niveau. Et les parties prenantes doivent savoir quelle est l'évolution du projet, comment le changement va se passer. Et vous allez voir que là, on fait appel déjà au chef de projet, au comité de pilotage. Et à chaque étape, il y a des outils qu'on utilise et il y a des livrables qui sont des documents à chaque étape. Ensuite, quand on finit cette étape-là, c'est l'étape de la conception, ça. On vient maintenant à la planification réelle des activités. Vous allez voir que j'ai mis comme critère calendrier réaliste, budget aligné et ressources identifiées. Donc là, par rapport à la planification des activités, c'est que là,
Le personnel qui devait travailler là, ils sont d'abord recrutés. Donc, en termes d'assurance qualité, on va vérifier, voir comment ils ont été recrutés. Est-ce que c'est le profil qu'on a demandé qu'ils ont recruté? Est-ce qu'ils ont l'expérience nécessaire, tout ça là, en termes de formation et autres? Donc, quand on dit ressources identifiées, c'est tout ceci. La méthode qu'il faut utiliser, c'est l'examen du plan par des experts, la simulation aussi des activités. Vous savez que maintenant, là, on ne recrute plus parce qu'il faut recruter. Il y a ce qu'on appelle les tests psychotechniques. C'est-à-dire, si tu dis que tu es comptable, tu viens à l'entretien, on te met dans les situations d'un comptable ou bien d'une comptable et on peut simuler une situation et vous êtes appelé à proposer des solutions. Et comme ça, on va voir comment vous arrivez à vous en sortir. Il y a quelqu'un a posé la question par rapport à ça et je lui disais que nous accompagnons les gens en ce thème-là. Vous avez un entretien sur un domaine donné, on peut vous faire rapidement un parcours de compétences pour vous donner les éléments qu'il faut. Sinon, arriver là-bas, vous allez, comme les Ivoiriens le disent, vous allez taper énormément poteau. Donc, c'est l'équipe projet, les partenaires. La mobilisation des ressources, nous avons les partenaires engagés et les financements sécurisés. Donc, vous pouvez faire capture très rapidement. Je vous permets de faire capture. On ne pourra pas tout lire. On est déjà à 21h13. On était censé finir à 21h30 normalement. Donc, je vous permets de faire rapidement la capture. OK. Ensuite, j'ai pris aussi un cas pour un projet de BTP, c'est-à-dire un projet, par exemple, j'ai pris un projet de construction d'un immeuble de plusieurs étages, par exemple. Donc, la première des choses, je ne suis pas du domaine, hein, j'ai juste écrit les choses, j'ai fait aussi des recherches sur le net pour voir comment ça se passe. Bon, je sais qu'il y a des gens qui font du BTP ici, peut-être ils vont nous aider à améliorer ce qu'on a eu à proposer. Donc, la première des choses, on a proposé, la première étape, c'est l'étude de faisabilité. On veut construire un immeuble, il faut faire l'étude de faisabilité. Donc, le critère de qualité, c'est la conformité avec les exigences réglementaires et techniques. Pour ce type d'immeuble-là, quelles sont les exigences qui sont prévues par rapport à ça, que ce soit les exigences réglementaires et les exigences techniques? La méthode que nous allons utiliser, ce sont les vérifications documentaires et les revues par les experts. Est-ce qu'il y a des décrets? Est-ce qu'il y a des communiqués? Est-ce qu'il y a des documents qui ont été écrits là? Donc, nous allons vérifier tout ceci. Et ceci est fait par le chef projet et le bureau des études. Ensuite, nous avons la conception. Une fois que tout ceci est fait, on va faire maintenant la conception. Le critère de qualité, c'est le respect des normes de construction et des attentes des clients. Ça, je pense que c'est les architectes qui viennent intervenir à ce niveau-là. On a le revue des plans et des simulations. Donc, comme je l'ai dit, on a les architectes et les ingénieurs. Donc, c'est eux qui vont vraiment intervenir à ce niveau. Après ça, nous avons l'appel d'offres pour pouvoir sélectionner les prestataires qualifiés. Par exemple, qui va nous fournir le ciment, qui va nous fournir le gravier, qui va nous fournir le sable, qui va nous fournir ainsi de suite. Un de nos camarades parlait hier de sous-traitance. Si on doit faire de sous-traitance, qui on doit prendre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et qui doit le faire, c'est le chef de projet. Ensuite, maintenant, nous avons la préparation du site. Donc, le respect des délais et la minimisation des impacts environnementaux. Est-ce que la construction que nous voulons faire là, en termes d'impacts environnementaux, est-ce que ceux qui sont au voisinage, hein, on ne va pas bouleverser un peu leur quiétude, ainsi de suite. Donc, il faut des inspections sur le site, des rapports d'avancement, les responsables de chantier. Au niveau de la fondation aussi, c'est qu'il faut voir la conformité aux spécifications techniques et géotechniques. Donc là, l'idée qui m'est venue, c'est que pour la fondation, si on veut faire plusieurs étages, est-ce que la fouille sera la même chose que celui qui veut faire juste deux niveaux? Donc, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment une revue de conformité là et de spécifications techniques et géotechniques. Donc, on va faire des tests de sol, le contrôle de béton. Et ça, ce sont les ingénieurs qui vont gérer ça. Je vais aller faire rapidement la capture aussi. Désolé.
Vous allez faire rapidement la capture au titre. Ok, fini. J'ai aussi un autre projet qu'on a commencé ensemble depuis août, je crois, avec nos amis qui sont dans le parcours de certification. Un projet qu'on a dénommé nous-mêmes, un projet PASFI, projet d'appui à la scolarisation des filles dans la commune de Kalalé. Donc, j'ai aussi pris ce cas-là pour élaborer aussi un plan de gestion. Donc, des détails, on va voir ça un peu plus tard. Donc, l'identification des besoins. Ici, vous allez voir que j'ai mis des pourcentages. Donc, ça dépend vraiment de votre orientation et de la manière dont vous voulez voir les critères. Quand je parle, par exemple, de identification des besoins, c'est la participation de 90% des parties prenantes aux ateliers communautaires. Donc là, pour être sûr que l'identification a été bien faite, c'est qu'il faut qu'on ait 90% des parties prenantes. Et cela peut être vérifié à travers les enquêtes de satisfaction et les rapports de présence, c'est-à-dire les listes de présence, les photos, les vidéos. Et qui est responsable? C'est l'équipe de sensibilisation. Et dans notre projet, on a parlé de recrutement d'un conseiller technique, voilà, par rapport à ça. La conception des interventions, donc l'alignement à 100% avec les normes nationales et internationales. La révision par les experts, la validation par le ministère, parce qu'on a dit que pour que ce projet-là marche, il faut l'approbation, l'accompagnement aussi du gouvernement. Et je pense qu'on a souligné ça aussi dans la théorie de changement. Donc voilà un peu, chers amis, comment on élabore un plan de gestion. Je vous ai montré le canevas et j'ai donné aussi des exemples en termes de annexes que vous pouvez mettre. On n'a pas vraiment suffisamment de temps pour pouvoir rentrer dans les détails. Pour ceux-là qui veulent vraiment prendre le soin de pouvoir rentrer dans les détails avec nous, on va se donner rendez-vous le samedi pour la version payante. Merci à tout et chacun. J'espère que je n'ai pas été trop long et les débats que nous aurons engagés, je pense que ça va nous permettre d'enrichir ces moments-là. Donc, je vais vous permettre maintenant, je vais ouvrir maintenant l'antenne et je vais vous permettre maintenant de poser des questions, des contributions surtout pour nous permettre d'apprendre tous, des observations aussi. Donc, nous sommes vraiment ouverts. On n'est pas du tout fermé, on est ouvert. On veut aussi apprendre et améliorer aussi non seulement nos services et aussi nous-mêmes professionnellement. Merci à tout un chacun. Nous allons permettre à chacun de réagir. Donc, la méthodologie reste la même. Si vous voulez réagir, vous levez juste la main et on vous donne la parole. Merci. Réaction? Il n'y a pas de réaction. Monsieur Alassane, Monsieur Apollinaire, Monsieur Clément, Monsieur Daouda, Monsieur Galbert, Monsieur Gaston, Monsieur Joseph, Monsieur Minziro, Monsieur Raoul et puis Monsieur Valérie. Nous n'avons pas de femmes ce soir. Réaction ou bien quand c'est calme comme ça, soit tout est compris, soit rien n'est compris. Oui, Monsieur Apollinaire, bonsoir. Monsieur Apollinaire, bonsoir. On ne vous entend pas. Votre micro est fermé. Allô, Monsieur Apollinaire. Vous avez levé la main ou bien c'est une erreur? Ok, on va passer la parole à Monsieur Alassane alors, puisque Monsieur Apollinaire, on ne l'entend pas. Bonsoir, Monsieur Jacques. Oui, bonsoir. Allô, Oui, vous m'entendez maintenant? C'est mon écran qui me jouait un peu là. Vraiment, merci pour la communication. Je pense que pour moi, c'est lucide et ça a été clair.
Et ce qui reste, c'est de passer à la phase payante peut-être pour et plus acquérir des connaissances. Je remercie tous les participants et vraiment, je dis que tu as été un bon leader. Merci beaucoup. Sinon, je n'ai pas de questions. Monsieur Apollinaire pour votre intervention. Merci à tout à l'heure. Oui, Monsieur Alassane. Oui, bonsoir chers tous, bonsoir monsieur le facilitateur. La communication était très digeste et très intéressante. Hier, vous nous avez promis de nous envoyer, je sais pas, les vidéos de la séquence d'hier. Mais moi, j'ai attendu en vain. J'ai rempli la formalité de coucou là, j'ai fait ça, mais toute la journée, j'ai gâté zéro. Euh, J'aimerais aussi souhaiter que s'il y avait possibilité de nous envoyer aussi les vidéos sur cette séquence, ça serait intéressant. Maintenant, par rapport à la question diverse, la formation payante, du, c'est durant combien de semaines, par exemple? 19 au 31. On va travailler du 19 au 31, donc Ah, pratiquement 2 semaines. Oui, chaque tous les semaine. jours, Mais il y a des moments où on va vous donner des chaque semaine. exercices que vous allez traiter et on va se retrouver ensemble pour corriger. Donc c'est comme ça, on fait le cours et après on donne l'exercice, vous traitez, on corrige, on continue, on fait encore le cours, ainsi de suite jusqu'à la fin. C'est purement pratique, il n'y a pas de théorie. C'est parce que niveau gratuit, on n'a vraiment pas le temps de vraiment pratiquer et il y a des séances où je suis là comme observateur. Vous travaillez et s'il y a des choses à ajuster, j'ajuste. Je pense qu'il y a plusieurs personnes actuellement qui sont dans la réunion, qui ont suivi plusieurs fois nos formations et ce que je suis en train de dire, c'est exactement ça. D'accord. Ok. On est une bonne, on va finir le reste. Je vous remercie. Entre-temps, il y a des gens qui veulent réagir. Je rappelle que cette formation s'inscrit dans le cadre d'un parcours de compétences pour la certification en management de projet et en suivi évaluation de projets et programmes. Donc, nous avons commencé depuis août. Et c'est plusieurs formations que nous avons déjà déroulées que des gens se sont inscrits, qui sont en train de suivre et nous allons finir d'ici mi-février, on va finir avec cette cinquième promotion. À partir de la fin du mois de février, on démarre maintenant avec la sixième promotion pour finir jusqu'en août. Donc, c'est plus de... pour cette cinquième promotion, c'est 8 modules que nous avons déroulés, 8 modules pratiques. Et pour cette sixième promotion, on a amélioré encore, on est passé de 8 à 10 modules. Donc, c'est 10 modules que nous aurons à passer ensemble. Bon, que les anciens nous excusent, mais on a déjà une formule pour vous permettre de bénéficier des 2 modules qu'on a ajoutés. On va en discuter après un peu plus tard. Ok. Y a-t-il de réaction après ça? Ok, s'il n'y a pas de réaction, Monsieur Alassane, par rapport à votre préoccupation, ça doit être certainement un oubli de notre part. Sinon, tous ceux qui sont, par exemple, dans notre liste de diffusion, j'ai envoyé depuis hier 11h. Et depuis ce matin 11h, je vous l'ai dit. Donc, tout à l'heure, je vais mettre en ligne et mettre le tout ensemble. Donc, ne soyez pas fatigués de m'envoyer encore un coucou ce soir. Et je pense que vous serez le premier à qui je vais envoyer même ce soir les 2 cours que nous avons eu à dérouler. Oui, monsieur Valérie. Nous sommes vraiment beaucoup satisfaits de cette partie productive, que nous puissions valider notre partie payante. Nous voudrions juste nous rappeler les numéros que vous avez donnés hier, les numéros WhatsApp. Merci.
C'est le numéro qui est en train de... Désolé. Voilà, c'est le numéro qui est en train de défiler sur le PowerPoint. Il y a un numéro qui défile en haut, c'est le 01. Vous allez voir, ça défile un peu en haut là. C'est le... Vous tapez d'abord le plus 229 01 66 51 82 26. Je répète, plus 229 01 66 51 82 26. Donc, c'est le WhatsApp sur lequel vous pouvez écrire. Donc, pour ceux-là qui veulent le coup aussi, vous m'envoyez juste un coucou. Donc, pour que je puisse envoyer. Et je vous exhorte aussi, pour ceux-là qui n'ont pas enregistré nos contacts, c'est d'enregistrer le contact. Et que pour envoyer à chacun, c'est vraiment difficile. Donc, on crée une liste de diffusion et on envoie à tout le monde. Donc, ça permet en un clic de partager le message avec vous. Maintenant, si vous n'avez pas enregistré notre contact, même si on vous met dans la liste de diffusion, c'est que même si on vous met dans la liste de diffusion, vous ne pourrez pas recevoir le message parce que vous n'avez pas enregistré notre numéro. Voilà. Et Monsieur Valérie, vous avez autre préoccupation? Ok, c'est bon. Okay. Non, il n'y a Autre intervention? Bonsoir, Monsieur Kodjo, qui est venu à la fin du cours. On va le saluer au moins. Voilà, donc voilà un peu. S'il n'y a plus rien, alors. Permettez, Oui, Monsieur Jacques. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oui, c'est-à-dire que par rapport au signal de ce que M. Alassane venait de faire allusion, même moi, je n'étais informé de rien en ce qui concerne l'obtention de ça. Donc, c'est ce que je voulais faire signe. Mais dans l'ensemble, la matière a été bien vraiment donnée, bien transmise, parce que vous avez fait quand même un effort de donner l'essentiel. Parce que c'est ce qu'on rappelle même à nos amis qui sont peut-être la plupart nouveaux, qui n'ont pas peut-être encore commencé le processus de certification, que pendant les séances, sous format non payant, donc c'est vraiment l'essentiel qui est donné et l'approfondissement se fait pendant les séances payantes. C'est comme ça que vous venez de dire qu'il y a de pratiques, il y a des théories, tout ça, il y a des PDF, il y a des vidéos, il y a des audios, tout ça, ainsi de suite. Donc, voilà un peu. Donc, s'il y a moyen vraiment de nous mettre dans peut-être ce groupe pour nous envoyer aussi ces audios, peut-être avec tous les fichiers que vous allez partager. Merci. Je pense que c'est fait. Je l'ai partagé ce soir, hein, Monsieur Gaston, dans notre forum. Je l'ai partagé ce soir. Si vous faites attention, vous allez voir le cours qu'on a vu hier. Je l'ai partagé. Donc, je vais faire pareil tout à l'heure. Quand on va finir, je vais aussi enregistrer ce cours et partager. Oui, Monsieur Raoul. Bonsoir, Monsieur Raoul. Bonsoir, Monsieur Raoul. Votre micro est peut-être fermé. Même M. Alassane continue à demander la parole. Est-ce que ce n'est pas une ancienne main, Monsieur Alassane? Non, c'est écrit Alassane Issifou a levé la main. Et puis, Raoul Yarigo. C'est rabaissé maintenant? C'est bon? C'est rabaissé? Bien sûr, c'est fait, c'est bon. Ça reste de M. Raoul. Non, je pense qu'il ne veut pas parler. Hein. Une erreur. Bonsoir, Monsieur Bertin.
Bonsoir, monsieur Jacques. Il y a longtemps. Merci pour tout ce que C'est vous nous. faites. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a plus de réaction, on va s'arrêter là. Bon, pour ceux qui pourront continuer avec nous, on va poursuivre le samedi. Pour ceux qui ne pourront pas poursuivre, la semaine prochaine, il y a aussi une formation. Comme je vous l'avais dit en l'entame, chaque semaine, selon l'évolution de ceux qui s'inscrivent dans la version payante, on organise une version gratuite d'une formation. Et je pense que la formation qui va suivre, ça sera sur la redevabilité, l'apprentissage et la capitalisation de projet. Donc, on va vous apprendre comment gérer la redevabilité. Oui, monsieur Raoul. Oui, allô, monsieur Facilitateur. Oui, monsieur Facilitateur. Toutes mes excuses. Je tiens à vous dire merci par rapport à la formation. C'est vrai, j'étais en déplacement et j'ai eu problème de réseau, mais j'ai rattrapé la formation par la suite. Et tout de suite, vous avez donné le numéro WhatsApp. Je n'ai pas bien suivi. Je voudrais que vous m'aidiez à reprendre ça pour que je puisse enregistrer afin d'avoir le cours d'hier. Je vais faire encore plus simple. Oui. Je vais laisser mon WhatsApp dans le chat. C'est le plus 229, plus 229, Oui, oui, oui. 66, 52, 66, oui. 26. Donc, plus 82, 26. 01, 51, 82, 26. Vous pouvez d'envoyer Ok. Merci beaucoup, c'est noté. ça aussi dans le chat. C'est Donc, vous noté. pouvez voir ça aussi au niveau du chat. Ok, merci beaucoup, facilitateur. Donc, n'oubliez pas que la semaine prochaine, nous aurons un autre cours gratuit et payant aussi à la fois. Et nous allons beaucoup plus parler de la gestion de la redevabilité, la gestion de l'apprentissage et la capitalisation d'un projet. Donc, on va voir comment on élabore les documents de capitalisation dans un projet. D'abord, premièrement, la redevabilité, comment gérer la redevabilité. Ensuite, comment gérer l'apprentissage. Et enfin, quels sont les documents clés en termes de capitalisation de projet, comment on élabore ces documents de capitalisation. Donc, on aura cité un bon nombre et aussi montrer comment on élabore ces documents, partager des canevas et aussi des documents qui ont été réalisés pour des projets passés pour suffisamment vous outiller. Et je pense que quand on va finir ça, il va rester un dernier module où on va apprendre comment on fait l'évaluation d'impact économique, social et environnemental pour un projet. Ça, c'est souvent 2 ans ou bien 3 ans après l'exécution du projet. Donc voilà un peu le programme qui reste. Ce n'est qu'après ça que ceux qui ont débuté le parcours de compétences pour la certification depuis 31 août, on va les libérer et passer maintenant à une autre promotion à partir de février. Merci à tout un chacun. On va se souhaiter alors une belle soirée pour ceux qui comptent continuer la soirée et bonne nuit à ceux qui veulent aller dormir. Donc on se dit à samedi.